fait plaisir de vous parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui m'intéresse depuis fort longtemps. Je vous en parle dans un instant. Mais on va regarder ça ensemble aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire et relativement peu de temps. Fait qu'on va se lancer tout de suite là-dedans. Ces plantes qui grimpent au mur. Donc, évidemment, on le... Non, non, je ne sais pas. Screen sharing. Je n'arrive pas à changer de page, c'est bien ça. OK, voilà. Donc, dans la nature, on va retourner en... OK. Définition pour commencer. Un plante grimpante ou une grimpante, c'est quoi? C'est une plante qui s'élève en poussant le long d'un support. Ça, j'ai trouvé ça sur l'Internet. Et voilà, ça marche maintenant. Et dans la nature, on les voit surtout, ces plantes grimpantes, qui sont fixées sur les troncs d'arbres. Ça, c'est le milieu naturel. On va les voir aussi occasionnellement sur les falaises, d'autres faces rocheuses, mais essentiellement sur les troncs d'arbres. En horticulture, les grimpantes, on les utilise beaucoup, mais encore surtout, c'est les treillis, des pergolas, des structures. Sur les murs, beaucoup moins, mais ça vous donne l'idée de l'utilisation d'une grimpante dans l'image. Mais là où les grimpantes sont les plus utiles, de mon point de vue, c'est sur les murs, comme façade verte. Donc, je vais parler de ça comme une façade verte. Ce que vous voyez ici, c'est le lierre de Boston à l'automne. Donc, évidemment, c'est vert l'été, mais on va regarder la couleur flamboyante de cette saison-là. Et c'est le genre de choses qu'on peut faire un peu partout. Donc, je pense que déjà, le visuel, vous avez déjà une idée. Maintenant, j'ai commencé personnellement à penser à ça il y a presque 40 ans. Pas à Québec, je suis resté à Québec, mais à Montréal. J'étais en visite à Montréal. Je ne connaissais pas la ville. D'ailleurs, je connais très peu Montréal, sauf le jardin botanique, même aujourd'hui. Mais je me prenais, voyons, les donc ben, des blocs appartements après blocs appartements, toujours 3 étages de haut, puis terne, pas très excitant. Puis de temps en temps, il y en avait un ou deux qui avaient une couverture végétale de grands-parents. Wow! Grosse différence. Mais pas courant. Et évidemment, on parle des 40 ans. À l'époque, la pollution était beaucoup pire qu'aujourd'hui. Hein? La pollution de la ville était grise, il y avait du noir partout, l'air, on ne pouvait pas voir très loin. Un problème de chaleur l'été aussi excessive. Il n'y avait pas grand-chose qui vivait dans la ville, sauf, bon, on ne va pas être méchant, des rats, des écureuils. Et le stress de la ville urbaine, ça mène à une dépression, isolation. C'est dur. Donc, on sait que c'est dur vivre en ville. Donc, les urbanistes, eux, remédient souvent à ces défauts ou essaient de le faire par la plantation d'arbres. C'est devenu la solution. Donc, on plante des arbres le long des rues, dans des parcs aussi, mais le long des rues, même au centre-ville, dans des petits trous dans le sol. Mais c'est ça la solution souvent. Et c'est bien, je ne dis pas le contraire. Je vais prendre un exemple ici, les arbres qui aident à dépolluer l'air, filtrent l'eau, créent de l'ombre et donc réduisent la température. On dit que ça peut baisser la température en ville de 10 degrés Celsius, soit lorsque le ciel est vraiment très, très chaud. C'est un puits de carbone aussi. Là. De nos jours, on parle beaucoup de ça. Stabilisateur pour le sol, aide la biodiversité. Il y a plus d'animaux qui peuvent vivre quand les arbres se placent. C'est bien pour la santé physique et psychologique des êtres humains aussi. Juste avoir de la verdure autour de nous et ça réduit la pollution sonore. En tout cas, les arbres, c'est bien. Mais nos villes ne sont pas conçues pour les arbres, pas vraiment. J'ai mis une photo très méchante, mais c'est le genre de choses qu'on voit. Les arbres coupés, brisés, dans des trous de plantation trop petites, trottoirs qui sont trop étroits pour placer des arbres. Les fosses de plantation sont petites. Souvent, en tout cas, j'ai vu un bon exemple près de chez moi, on n'a même pas pensé mettre du drainage. Bonne chance pour les arbres dans ce cas-là. On n'arrose pas en période où il faut arroser, problème de sel de déglaçage, vandalisme. C'est triste, mais les gens brisent des arbres. Des fois, ils font exprès, des fois pour l'accident. Blessure mécanique, un porte-auto ouvre, frappe l'arbre, quelqu'un tâche sa bicyclette. En tout cas, des complications avec les arbres en ville. Et on dit qu'un arbre, normalement, les arbres qu'on utilise en ville devraient durer au moins 50 ans, 75 ans, jusqu'à 100 ans. Et le durée moyenne d'un arbre en ville, c'est moins de 30 ans. C'est ce que j'ai su. Peut-être qu'on a des choses plus précises pour le Québec,
peut-être encore moins longtemps, vu notre climat plus rude. Mais c'est quand même triste de penser que les arbres ne peuvent pas vivre normalement. Et quand un arbre meurt, qu'il faut le remplacer, il y a beaucoup de coûts là-dedans. Donc, compliqué, les arbres en ville. Et moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que ce ne serait pas plus les grands-pentes qu'il faut utiliser en ville? Je ne dis pas d'enlever les arbres, non, laissons-les, plantons-en d'autres, c'est parfait. Mais je pense, dans mon point de vue, les grands-pentes sont supérieurs aux arbres en milieu urbain. C'est les mêmes avantages que les arbres. J'ai repris le même diapo que tantôt, dépollution, filtre d'eau, ombrage, etc., etc. Mais ça demande beaucoup moins d'espace. Très peu d'espace, même, on va voir dans un instant. Beaucoup moins d'entretien. Très souvent, on plante, on arrose la première année, puis on n'a presque rien à faire, un peu de taille. Beaucoup moins cher au niveau coût aussi. Donc, quand on a une façade verte sur un édifice, peut remplir bien des coches, faire bien des coches, mais c'est moins compliqué, c'est moins coûteux qu'un arbre. Donc, les avantages, on va les regarder. Une façade verte, donc une couverture végétale verte sur un édifice, ça donne quoi? La climatisation, ça rafraîchit l'édifice. Le mur, dès le départ, va moins chauffer au soleil. Donc, la chaleur n'arrive même pas sur la structure. Et aussi, il y a le fait que l'évaporation de l'arbre, la transpiration, va réduire la chaleur aussi. Et en hiver, il y a un effet isolant. Ce serait encore mieux si les grands-pentes avaient des feuilles l'hiver. Sous notre climat, on va le voir tantôt, c'est pas très évident ça. Mais même juste des branches et des tiges sans feuilles vont quand même isoler et protéger durant l'hiver. Dépollution. Ben, comme pour les arbres, l'effet absorbe les gaz toxiques, les particules polluantes. Donc, dans les COV, donc c'est les composés organiques volatiles, benzine, formaldéhyde, acétone, des choses comme ça. Les métaux lourds aussi. Et curieusement, les végétaux les utilisent pour la croissance. Donc, un négatif devient un positif dans ce cas-là. C'est des producteurs d'oxygène, ils utilisent de la dioxyde de carbone, et c'est des puits de carbone comme les arbres le sont. Et il y a même des polluants que les feuilles n'absorbent pas, qui se fixent les feuilles et tombent sur les racines et qui donc vont être dans l'air moins longtemps. Donc, pour la pollution, c'est une dépollution de bonne chose. Et ça, c'est une image. Je pense que j'ai pris ça sur le site de la Société québécoise de phytotechnologie. Au départ, mes photos, je les vois à gauche et à droite. Hein, je partage avec le public, donc c'est de bonne guerre. Ça, bien sûr, il y a des racines à ces plantes-là qui vont filtrer et absorber l'eau, ça enlève les polluants qui sont présents dans l'eau, emmagasinent l'eau, donc peuvent aider à réduire l'érosion, peuvent aider à prévenir les inondations. Donc, comme un arbre ou n'importe quelle plante, c'est utile d'avoir ces végétaux-là en ville ou n'importe où. Économie d'énergie, moins de climatisation l'été, moins de chauffage l'hiver. Et l'hiver, au moins, quand les feuilles sont tombées, le soleil peut au moins chauffer la structure. Et j'ai vu à quelque part, je vais le retenir, c'est l'équivalent d'une couche supplémentaire d'isolation. Bon, voilà, pourquoi pas? C'est qui coûte pas cher, beaucoup moins cher que la vraie isolation. Ça a tenu le bruit, notamment le bruit de la circulation en ville, c'est un gros problème. Et juste une anecdote, je trouve assez comique, on a mis un peu partout, le long des autoroutes, des murs d'insonorisation pour découvrir que ça ne coupe pas vraiment beaucoup le son, tant qu'on ne fait pas grimper des grands-pentes dessus. Et une fois qu'il y a des grands-pentes, ça coupe le son. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est quand même curieux. Au moins les gens qui ne connaissent pas les grands-pentes ont compris ça, cet aspect-là. Ça protège le mur. Ça, c'est moins compris des gens. Les gens ne saisissent pas les méfaits du soleil. Les rayons ultraviolets, ça brise, ça détruit. Si vous êtes obligé de changer le revêtement ou peindre, c'est à cause du soleil, les rayons ultraviolets. Et avec cette couverture végétale, se protège pas à peu près énormément. Essentiellement, vous n'aurez plus jamais besoin de peindre une surface qui est couverte. Wow, énormément moins d'entretien. Évidemment, l'idéal, ce serait peindre le mur avant de planter, parce qu'une fois que c'est planté,
C'est pas évident. Vous allez pouvoir peindre, mais ça cache complètement et ça protège. C'est une protection aussi contre la pluie et l'humidité excessive. Le mur va demeurer sec tout le temps, avec l'été du moins, avec cette couverture végétale. Donc, c'est bénéfique pour le mur, pour la protection. Et là, j'ai essayé de trouver une image qui avait de l'allure, en tout cas. Non, elle ne laisse pas les grands-pans grimper sur les fenêtres, mais c'est pas là non plus, je dois admettre. Mais le fait, c'est la santé, le physique et mental. Les humains réagissent positivement aux plantes, on le sait depuis déjà une quarantaine d'années, 30-40 ans. On sait que les plantes réduisent la dépression, ça réduit le stress, que ce soit travailler dedans ou les regarder, c'est bénéfique pour nous. Pour les gens qui récupèrent d'une maladie, les plantes sont excellentes. D'ailleurs, j'en reviens pas que les hôpitaux de nos jours sont encore aussi vides de végétaux. Ils devraient être couverts de végétaux de l'extérieur, avec des plantes dans toutes les pièces. Mais ce n'est pas rendu là. En tout cas. Et on fait beaucoup d'orthothérapie maintenant, où on fait travailler avec les gens qui récupèrent de maladies avec les plantes. Et c'est très bénéfique, que ce soit des problèmes de santé mentale ou physique. Donc, c'est bien avoir de la verdure. Une façade verte, c'est de la verdure. Ça augmente la biodiversité et de nidification pour les oiseaux. C'est quelqu'un qui n'est pas encore expérimenté avec une façade verte. C'est une des grandes surprises, je pense, parce qu'on n'y pense pas. Et on ne les voit pas, les nids sont cachés. Mais à l'automne, quand les feuilles tombent, il y a des nids partout. C'est vraiment populaire auprès des oiseaux. Et des fleurs aussi, qui sont utiles pour les pollinisateurs. Donc, ça augmente la biodiversité. Et les pollinisateurs nourrissent les oiseaux, etc. C'est tout un cycle. Les fruits, la plupart des grands-parents vont prendre des fruits quelconques et ça nourrit les oiseaux et différents animaux. Et malheureusement, si les feuilles sont mangées par les insectes, ben ouais, ça nourrit les insectes. Et les insectes nourrissent les oiseaux et les animaux. Donc, la biodiversité augmente énormément avec l'utilisation d'une façade verte. Ça décourage le vandalisme. Notamment parce que la surface est cachée de vue. Vous ne pouvez pas avoir du graffiti sur une surface feuillue. C'est pas possible. C'est complètement caché. Donc, les gens qui font des graffitis, il faut qu'ils trouvent des surfaces qui ne sont pas vertes. Donc, ça, c'est une chose éliminée complètement. Aussi, un détail intéressant, il est difficile de faire des dommages permanents à une grimpante. Contrairement à un arbre où on peut faire des dégâts terribles en très peu de temps, une grimpante, si vous l'arrachez, vous brisez, en général, en donnant, c'est complètement repoussé. Le pot est revenu. Donc, et les gens, d'ailleurs, je pense, sont moins apportés. Je ne sais pas pour d'ailleurs, les gens arrachent les branches des arbres. On voit ça des fois, c'est comme, ben, pourquoi? Mais ils ne semblent pas toucher à la verdure qui pousse sur le mur. Donc, ça, c'est une chose aussi. Bon, l'effet décoratif, bien sûr. Alors, j'ai mis des exemples, mais les grimpantes, que ce soit à feuillage ou fleurs colorées, ça ajoute de l'intérêt, ou même juste vert, ça ajoute de l'intérêt comparativement à un mur nu avec pas grand-chose. Ça ajoute la prestance. Mais pourquoi pas? Vous avez déjà entendu parler des universités de l'Ivy League. Ça, c'est les grandes universités des États-Unis. Et Ivy, en fait, ce n'est pas du lierre anglais, c'est le lierre de Boston. Et c'est que les édifices qui sont couverts de lierre, c'est considéré comme étant plus importante. La prestance est vraiment... Donc, on peut rajouter cette valeur-là à nos structures. Donc, pourquoi pas en profiter? Et le fait décoratif, ça cache les surfaces ordinaires. Là, j'ai trouvé un exemple extrême. Une pente de mur avec rien. Imaginez-vous que c'était juste en briques. Et regardez la différence, là, c'est couvert de végétation. Et ça, c'est probablement une dizaine de grimpantes qui ont fait ce travail-là. Donc, c'est juste pour dire que c'est une surface où il n'y a vraiment rien d'intéressant. On peut le rendre plus intéressant assez rapidement. L'avantage d'une surface façade verte nécessite peu d'espace. Ça, c'est très important et sous-estimé parce qu'on n'a pas besoin de prendre une place sur le trottoir qui pourrait faire que les gens ne puissent pas circuler. Moi, j'ai une amie qui est en chaise roulante
Puis lui, les arbres en ville, ils les aiment pas parce que souvent, il est obligé d'aller dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de place pour passer. Et avec les grands-pères, on n'a pas ce problème-là. On peut les planter à la base des murs et en peu d'espace. D'ailleurs, très honnêtement, on pourrait prendre des boutures de grands-pentes, les glisser dans les fissures au pied du mur et ça va grimper et pousser. Tu n'en as même pas besoin d'un trou de plantation comme tel. Mais c'est vraiment intéressant. On peut aussi les planter en bac, en contenant. Personnellement, c'est le genre de choses que les architectes vont faire. Un beau contenant, etc. Il reste quand même, ça complique les choses pour rien. C'est beaucoup mieux quand la plante est plantée en pleine terre. Elle peut s'occuper d'elle-même. En bac, question d'arrosage, irrigation, c'est plus compliqué. Et le froid cause plus de problèmes aussi. Aussi, ça dépend des choix, mais en général, c'est créer une végétation, mais de faible densité, faible épaisseur. Donc ici, dans l'image, on voit là, les gens qui se promènent, ils ne sont pas gênés par la présence des plantes grimpantes. Elles prennent peu d'espace. Certaines débordent plus que ça, mais beaucoup sont très, très minces. Elles prennent très peu d'espace. Donc, tout ce travail-là, tous les avantages, sans nuire à la circulation piétonnière. Donc, ça, c'est une bonne chose, bien sûr. Je voulais faire une comparaison avec une façade verte de grimpante avec un mur végétalisé, des murs où on plante des vivaces et autres. Évidemment, c'est beau. Je n'ai pas le contraire. J'aime beaucoup ça. Mais d'abord, une façade verte, c'est énormément moins cher à installer. On peut parler peut-être d'un mur comme celui-là. J'imagine le mur végétalisé comme ça, avec différentes vivaces dans des poches sur le mur. Ça a dû coûter facilement 1 million, peut-être plus. Et on pourrait faire un mur avec des verdures pour 100 $. Grosse différence de prix. L'entretien est énormément moindre aussi. Malheureusement, c'est beau ces systèmes-là, mais ça prend un système d'irrigation et je vous jure, un système d'irrigation, c'est fait pour briser. Hein? Il y a toujours des complications avec ça, beaucoup d'entretien. On a besoin de beaucoup moins d'eau avec une façade verte, avec des grandes pentes, comparativement à un mur végétalisé comme ça. Et on a quand même un choix raisonnable. On n'a pas un gros choix de grandes pentes adaptées au climat froid. Donc, on peut faire des choses intéressantes. Donc, je ne dis pas de ne pas faire on pourrait faire un mur végétalisé quand on a le budget pour faire ça, mais c'est beaucoup d'entretien et très cher. Les grandes pentes, beaucoup moins. Maintenant, j'ai marqué ici, nécessite une trille solide. Sans support des grandes pentes volubiles, c'est les qui grimpent, qui sont tortillés autour des supports. Ce n'est pas toutes les grandes pentes qui ont besoin de ça. Mais si on choisit des grandes pentes semblables, les grandes pentes volubiles, il faut mettre des tuteurs quelconques, des treillis habituellement, et il faut que ce soit quelque chose de solide et de permanent, parce que ça va longtemps. Et si c'est en bois, par exemple, en général, ça ne durerait pas très longtemps. Donc, il faut, si on veut que ça dure aussi longtemps qu'un arbre, il faut une structure métallique probablement. Donc, et il faut aussi, quand on l'installe, pas le coller sur le mur, mais le sortir un petit peu pour que la plante puisse faire le tour, puisse tourner autour. Et malheureusement, quand on commence à mettre des treillis, ben, le prix augmente de pas mal. Donc, je dis simplement, c'est une sorte, un aspect d'une façade verte. C'est ça. Maintenant, les désavantages. Il faut en parler, hein? Il faut être honnête. Ben, ça prend une taille occasionnelle. Voulez-vous que votre fenêtre disparaisse sous des plantes? Ce n'est pas l'idéal. Vous voulez-vous que ça monte complètement haut et que ça bouche la gouttière? Ben, c'est rare, ça bouche une gouttière, mais c'est au moins de monter sur la gouttière. Donc, on peut tailler. Habituellement, c'est une taille annuelle et ça dépend des genres de murs, ça dépend des camps de plantes. Certaines plantes poussent rapidement et couvrent plus que d'autres. Par contre, là, on voit un avantage, les grandes pentes volubiles. Les grandes pentes volubiles ne montrent pas sur une gouttière. Elles ont besoin d'une structure mince auquel ça peut tourner. Mais il reste quand même qu'il y a une certaine taille qui est impliquée. Mais ce n'est pas beaucoup de travail, très peu. Les gens vont dire souvent, bon, oui, les ventouses, les racines qui collent sur le mur ou sur les structures sont difficiles à enlever. C'est vrai, c'est plus compliqué à enlever, mais évidemment, la question en rouge en bas, pourquoi les enlever? On n'a qu'à pas les enlever, ça devient plus un problème. Mais supposons
que vous avez à les enlever. L'erreur que font les gens que quelqu'un a fait ici dans l'image, c'est de couper et d'arracher tout de suite. Et là, comme la plante est encore vivante, ça colle et ça ne marche plus. Donc, ça laisse des traces qu'il faut gratter. Beaucoup de travail à enlever. Ce n'est pas une bonne idée. Mais si on les laisse au moins 3 semaines avant de procéder, et c'est pas beau à voir. Imaginez, vous avez un mur couvert de verdure, vous avez coupé la plante, vous laissez 3 semaines, elle meurt, c'est pas beau. Pardon. Et quand vous revenez par la suite, il n'y a presque rien. Ça s'enlève de même. Donc, t'inquiète sur la patience. Mais normalement, on n'a pas besoin d'enlever. Mais si jamais oui, il faut le faire comme il faut. Maintenant, le problème avec les façades vertes, ce n'est pas les grimpantes, ce n'est pas les fixées, c'est les croyances, les fausses croyances qui courent. Et celui-ci, c'est le pire. Ça nuit depuis toujours presque à l'utilisation des grimpantes sur le mur, c'est que les gens croient dur comme fer que ça endommage le mur. On entend ça tout le temps. Vous ne pouvez presque pas commencer une conversation sur le sujet sans entendre ça. Et en plus, il y a des générations d'entrepreneurs en bâtiment qui vont le répéter. Évidemment, si vous posez la question, vous avez appris ça où? Peut-être à l'école. Est-ce que vous avez étudié ça? Non, ils n'ont jamais étudié ça. Il n'y a pas de preuve que ce soit vrai, mais ils le croient. Et malheureusement, on voit des situations terribles comme un magnifique mur végétalisé extraordinaire, là, depuis des fois des décennies, et tout d'un coup, tout est arraché parce qu'un entrepreneur arrive, « Ah, écoutez, il ne faut pas faire ça cette nuit. » Et là, on enlève tout. C'est terrible, ça. En tout cas, la croyance est fausse. L'idée que les gens ont, que ces gens-là ont, c'est que les racines aériennes, c'est un plan grand, pas des racines, rentrent dans la structure, rentrent dans les fissures et rentrent et vont se multiplier à l'intérieur. Et là, c'est pas nuisible. C'est pas comme ça que ça marche. C'est colle à l'extérieur. Ça ne rentre pas, c'est même pas de rentrer. Mais c'est ce que les gens croient. Ils pensent que ces racines aériennes, c'est un type de racine spécifique aux grimpantes. C'est pas comme une racine ordinaire. Si vous mettez de l'eau, une racine ordinaire va grandir. Mais une fois qu'une racine aérienne est fixée, vous avez beau faire quoi que ce soit, ça ne bouge plus. Donc, ça ne rentre pas. Les petites ventouses qui utilisent certaines grimpantes restent à l'extérieur. Ça n'a aucun intérêt de rentrer à l'intérieur d'une structure dans les fissures. Et c'est vraiment pas vrai, mais les gens le croient. Et aussi, ils disent, ben, ça va arracher le mortier d'un mur. C'est pas vrai, si le mortier est en bon état, au contraire, ça va protéger le mortier. Mais les gens le croient. Donc, si vous voulez installer ça ou encourager les gens d'installer ça, vous allez avoir à vous battre contre ce concept-là qui ne veut pas lâcher. C'est vraiment pas un cadeau. C'est de contrôler ça. Je sais que ça fait des années que je sais. Bon, un petit truc, probablement totalement inutile, mais au moins ça peut rassurer les gens. Et des fois, il faut rassurer les gens. Et l'idée est que le test à la clé, la croyance est que si vous grattez le mortier avec une clé, et si le mortier résiste, le mur est assez solide pour supporter une façade verte. Écoutez, si les gens croient ça, c'est une bonne chose. Par contre, si vous grattez le mortier avec une clé et le mortier part, vous avez un gros problème. Ce n'est pas juste les grimpantes, le mur est à refaire. Mais c'est très, très rare. Probablement en Europe, au début, avant qu'on crée des mortiers plus modernes, c'était un problème. Je n'ai jamais vu un mortier qui partait d'un mur au Québec. Ça n'arrive pas. Mais en tout cas, peu importe. C'est une chose qui peut rassurer les gens. Ils peuvent passer ça comme test. Ça va peut-être les convaincre. C'est pas si pire que ça. Maintenant, autre fausse croyance que j'entends, c'est que ça peut laisser entrer des araignées et des fourmis. Ça, en tout cas, les gens voient des araignées et des fourmis partout. Qu'ouvrez-vous, c'est le même. Évidemment, c'est sûr que ça ne rentre pas dans un mur s'il n'y a pas d'ouverture. Ce n'est pas le grimpante qui fait des ouvertures. S'il y a des ouvertures, ben, ça peut rentrer des fourmis ou ça peut rentrer des araignées, mais même un mur nu, c'est la même chose.
Donc, ce n'est pas un problème, ça. C'est juste une croyance, les gens. Aussi, on dit, bah, ça ne peut pas se fixer sur les revêtements d'aluminium ou de vinyle. Pourtant, ça marche très bien. Je ne vois pas pourquoi les gens disent ça. Moi, je suggère, si vous avez un mur comme ça, je fixerai à quelque part un support qui ressort sur lequel la plante peut s'accrocher pour que ce soit plus solide. Mais ça peut facilement se faire pareil. Et l'autre croyance qu'on entend, c'est que le mur trop humide. On a déjà parlé de ça. Au contraire, ça protège contre la pluie. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur que l'eau rentre à cause d'une grande pente. Voilà pour les fausses croyances. Maintenant, on va commencer à regarder un peu les plantes qu'on peut utiliser. Et je voulais d'abord les définir par catégorie. D'abord, le type de croissance. Il y a des grandes plantes annuelles, le jour du matin, dans la photo, c'en est une. Pas fort pour c'est bien beau si vous voulez faire ça de façon très localisée, mais à remplacer tous les ans, pas fort pour un mur en ville. Les grandes plantes vivaces, c'est quoi ça? Une grande plante vivace est une plante qui grimpe l'été et qui meurt l'hiver et remonte au printemps. Par exemple, houblon, c'est un bon exemple. Le houblon peut faire des mètres de hauteur, mais tous les hivers, ça recommence à zéro. Donc, c'est moins intéressant pour couvrir un édifice parce qu'il y a toujours des tiges qu'il faut enlever et donc, augmente le travail. Ce qu'on préfère, c'est les grandes plantes arbustives. Ça, c'est des tiges qui restent d'année en année, qui même des fois, dans certains cas, deviennent énormes, avec le temps, deviennent très épais, comme un tronc, un mini-tronc. Mais ça, c'est l'idéal pour couvrir un édifice. Adapter au climat, c'est comme évident qu'idéalement, il faut une variété qui est rustique. Et pour le Québec, ça serait les zones 1 à 5. Et selon votre localité, moi, je fais en zone 4. Il faudrait que je choisisse des plantes de zone 1 à 4. À Montréal, ben là, on peut aller plus loin, jusqu'à 5. Les variétés gelifs, il y en a plein, mais on n'en a pas besoin pour nous. Ce n'est pas une bonne chose. Et là, le type de feuillage, l'idéal, mais vraiment l'idéal, ce serait un feuillage persistant. Malheureusement, pas évident à trouver au Québec. On a très peu de choix à ce niveau-là. Il va falloir qu'on reste avec les grands plantes à feuilles caduques. Donc, pour une facette verte, choisissez de préférence un grand plante arbustive rustique. Et si vous restez en Californie ou un endroit semblable, allez-y pour feuillage persistant. Nous, on ne peut pas vraiment faire ça, malheureusement pour nous. Il faut comprendre aussi comment la plante s'attache. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez mettre une plante qui n'a pas d'allure, qui ne convient pas. Donc, j'explique les différentes catégories. Plantes tremblantes, ça s'appuie sur les plantes. Ça ne s'entortille pas, ça ne se fixe pas. Dans la nature, ça pousse à travers les autres branches et ça tient comme ça. Mais dans la culture, il faut les attacher. Donc, une tomate, c'est un bon exemple. Et moi, je déconseille ça pour une façade verte. C'est à refaire constamment. Donc, ce n'est pas intéressant. Les plantes à crochets, certaines grandes plantes ont des crochets qui aident la plante à mieux s'agripper à une autre plante. Mais encore une fois, il faut les attacher soi-même. Et en plus, vous attachez ça et ça vous pique. Pas fort. Donc, exemple, des roses et des ronces, ce n'est pas intéressant en ville. Vraiment pas. Tiges entrelaçantes. En passant, juste mentionner, c'est des tiges qui poussent en zigzagant. Le pouce naturel n'est pas vers le haut, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça va bien sur une treillis. Le houblon, c'est un exemple de ça. Mais il faut souvent leur donner une certaine direction. Elles ont un peu de difficulté à partir des fois. Donc, c'est moins intéressant pour une couverture. Tige volubile. Là, on commence à avoir des plantes intéressantes. C'est une tige qui s'enroule autour du support. Ça grimpe très efficacement. Pas besoin de nous. Gloire du matin, bourreau des sables, kiwi, c'est des exemples. Ça prend une treillis, par contre. Mais avec une treillis, ça grimpe sans nous. On n'a pas besoin de l'aider. Donc, ça, c'est l'idéal. Les vrilles, ça, là, qu'on a surtout le vigne raisin, mais il y en a d'autres. C'est un organe de fixation qui sont tortillés autour du support. Ça demande un support assez mince. Une vrille ne ferait pas le tour, par exemple, d'un tronc d'arbre. Mais c'est quand même intéressant sur un treillis. Ça grimpe tout seul, on n'a pas besoin de le diriger, et ça prendra notre support, notre treillis, pour commencer. Bon, on mentionne rapidement pétiole volubile. C'est comme une vrille, mais avec des feuilles, si on veut.
Il n'y a quasiment que les clématites qui font ça. C'est juste pour dire, ça peut grimper sur un support mince et ça peut s'employer. Les ventouses, alors on commence à être dans le très intéressant. Les supports auto-adhérents qui grimpent, qui collent tout seul, ça c'est l'idéal. Vous plantez, vous laissez pousser. Super. Les ventouses, c'est des petits disques qui collent sur presque n'importe quelle surface. C'est très solide, ça tient très bien. La vigne vierge, l'air de Boston, c'est ça qui les fait monter. Et c'est des plantes très recommandées en façade verte. C'est vraiment l'idéal. Donc, il y a les ventouses et il y a aussi des racines adhérentes. C'est auto-adhérent, donc ça colle sur le support. Le hydrangée grimpante, fusain de fortune, c'est des exemples très recommandés en façade verte. Il n'y en a pas beaucoup pour notre climat, malheureusement. Le choix est mince. Mais il reste quand même que ces plantes-là, c'est intéressant pour les façades vertes, le peu de choix qu'on peut avoir. Différentes vérités à regarder. On va regarder par les plus intéressantes. Et on va voir avec quelques symboles. J'ai marqué hauteur. Évidemment, ça dépend du mur, mais vous donnez le maximum qu'on peut avoir. Je n'ai pas mis de diamètre parce que c'est tellement facile. Vous avez une grimpante sur un mur, puis il va passer loin, côté la largeur, décrocher une branche, coucher ça sur le sol ou à la base du mur, ça va prendre racine et ça va monter plus loin. Donc, largeur, c'est facile à régler. La méthode d'escalade, c'est intéressant de savoir pour comment. Si c'est un arbuste ou une vivace, j'ai mis soleil, mis ombre ou ombre comme ensoleillement. Et en passant, une note drôlement intéressante, je trouve, c'est que de nature, les grimpantes en général tolèrent l'ombre. C'est que dans la nature, une grimpante germe au sol et doit monter le tronc jusqu'en haut où il fait du soleil. Mais elle doit pouvoir pousser à l'ombre pour pouvoir faire ça. Donc, presque toutes les plantes grimpantes peuvent aller à l'ombre. C'est intéressant de savoir en ville, parce que ça peut être un problème pour bien des plantes, mais le gros, ça va. Évidemment, zone de rusticité, je n'aurai pas de détails, vous comprenez, c'est prendre une plante de votre zone de rusticité ou d'une zone moindre. 1, 2, 3, 4 à Québec, 1, 2, 3, 4, 5 à Montréal. Il faut rester avec ça, sinon on a des problèmes. Bon, les grimpantes auto-adhérentes. Aucun tri nécessaire, vous les placez et ça grimpe. Wow! C'est le meilleur. Et je commence avec le meilleur en plus. À mon avis, c'est extraordinaire, le lierre de Boston. Potonopsis streptoscopidata, Veitchii, c'est un cultivar, mais c'est le plus courant. Bon, même la hauteur est quand même intéressante. C'est quoi? 20 mètres, c'est quoi? C'est 7 étages à peu près. Wow! Ça à la fois les vrais et les ventouses. S'il y a une tri, ça va grimper, ça va faire des vrais. Mais non, ça se confirme, ça devient une ventouse. C'est arbustif, non, pas fait pour ça. Soleil et ombre, et zone 5B. Les attraits. Couverture dense et très égale. Excellente coloration tonale. Les fruits à l'automne. On ne les voit pas l'été, mais on les voit à l'automne. Et ça tient les oiseaux. Défaut. Rusticité un peu faible. Oh, j'aimerais bien dire que ça pousse en zone 3, mais c'est pas vrai. J'ai une expérience chez moi, j'ai planté en zone 4. Ça a marché pendant 15 ans de temps, puis là, tout d'un coup, l'hiver, ça a claqué. Quand on va en dehors de la zone, on paye le prix. Perretiques sont susceptibles aux scarabées japonais. Puis on va clairer ça tout de suite. Les scarabées japonais, c'est pas un problème dans le cœur de la ville. Le scarabée japonais est lié au gazon. S'il n'y a pas de gazon, il n'y aurait pas de scarabée pour la peine. C'est juste pour dire. Les fruits toxiques. Aussi clarifié ensemble tout de suite, moi je dirais au moins les 3/4 des grimpantes sont toxiques d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas s'en alarmer, la plupart des plantes sont toxiques. Même des plantes tomates et des pommes de terre ou des cerisiers, des pommiers, on n'est pas des toxiques. Donc, paniquons pas, mais c'est juste de dire qu'il y a une toxicité et il faut quand même au moins le savoir, de mon point de vue. Vigne vierge. La vigne vierge, c'est essentiellement grimpante indigène du même groupe. C'est une Potonopsis aussi. Le cultivar qu'on voit le plus souvent des sous-espèces, c'est Canquifolia engelmannii, des feuilles plus petites, mais meilleur grand-père que certaines vérités. Encore une fois, ça peut monter à 7 étages de haut. C'est les vrais des ventouses. Le rusticité, wow, 2B. Donc, presque tout le monde qui jardine pourrait utiliser cette plante-là.
Ça, c'est fort intéressant. Ces attraits. Couverture dense, coloration automnale est excellente. Fruits à l'automne, été les oiseaux. C'est une plante indigène. Si vous cherchez une plante indigène, les indigènes grimpantes, il n'y en a pas des tonnes. Fait que c'est une chose à savoir. C'est une grimpante intéressante. C'est très rustique. Vraiment bien à ce niveau-là. C'est excellent. Défaut. Le défaut principal, je trouve, c'est que les insectes qui font des trous dans les feuilles, il y en a. Ce n'est rien de bien grave. Pour les plantes, ce n'est pas grave, on fait des trous dans les feuilles. Mais ça dérange les gens. Et quand il y a des trous, ils veulent savoir comment traiter. Ça devient presque paniqué. C'est terrible comme les gens n'ont pas de tolérance des insectes. Mais juste pour vous dire, ça peut être un problème. C'est curieux parce qu'on en voit qui sont très attaqués, d'autres qui ne le sont pas. J'espère qu'il pourrait y avoir une sélection, de fait. Je ne sais pas. Les fruits sont toxiques aussi. Oh, un défaut, ça se ressemble. Évidemment, c'est une plante indigène, mais c'est sûr que les oiseaux laissent tomber des graines et ça germe. Donc, les voisins vont peut-être en avoir des petites vignes vierges chez eux. Hydrangée grimpante. Wow! Quelle belle plante! Oh! Racines adhérentes. Là, c'est des racines qui font coller. Hauteur quand même très raisonnable. Arbustif, bien sûr. Soleil ou ombre, ça n'a pas d'importance. On dit zone 5, mais je pense que lui, on peut le mettre dans zone 4. Même chez moi, alors que mon lierre de Boston a quasiment crevé, lui a bien résisté. Donc, je ne pense pas que ce soit un gros problème. En tout cas, certainement zone 5, ce n'est pas un problème. Le trait. Couverture très dense, excellente floraison, profondeur. Les deux premiers que j'ai mentionnés, ce n'est pas de profondeur, c'est 15 cm d'épais à peu près. Lui, ça pousse vers l'extérieur, ça bouffonne un peu. Donc, ça donne un peu de profondeur. Si c'est ce que vous cherchez, c'est intéressant. Alors, les défauts. Le grand défaut, c'est sa lenteur et que c'est lent à pousser. Hein? Vous le plantez et plutôt que de grimper tout de suite, cette plante-là passe 3, 4, 5 ans dans une forme arbustive. Elle va rester là, elle va grandir, mais elle refuse de grimper. Moi, je vois des gens faire des choses bizarres, comme brocher le tige sur le mur ou mettre des collants pour le tenir. Ça ne marche pas. Quand la plante est prête à grimper, elle va grimper. Il faut le laisser faire. Donc, ça, c'est un problème. Quand vous dites à quelqu'un, oui, ça va être super beau, mais ça grimperait dans 4-5 ans, et avant que ça couvre votre mur, ça va prendre 15 ans. Oh! Ils sont peut-être moins forts, mais c'est excellent pareil. Aucune coloration automnale. Les feuilles jaunissent, ils tombent. Il n'y a rien là. Scarabée japonais. On me dit que ça mange ça. Moi, je n'ai pas d'expérience à Québec. Vous savez, on n'a pas de scarabée. Mais voilà. Et c'est toxique, paraît-il. Je me demande bien qu'est-ce que quelqu'un voudrait bien manger sur une hydrangée grimpante. Mais je le mentionne au cas où. Là, j'ai fait les trois plus courantes. On commence à aller dans des moins connus et des moins faciles à certain degré. Hydrangée du Japon, qui est schizophragma hydrangeoides. Le cultivar Moonlight, regardez, Moonlight a un intérêt dans le sens le feuillage n'est pas juste vert, c'est comme argent et vert. Donc, un beau contraste. C'est une très proche parente de notre hydrangée de tantôt, beaucoup moins rustique. C'est 5B, probablement. Très peu utilisé au Québec, mais c'est parce que c'est relativement nouveau. Maintenant, il vient de changer de nom. On a toujours appelé hydrangée du Japon et maintenant il est devenu hydrangeoides. J'ai mis l'ancien nom schizophragma tout simplement parce que vous ne trouverez jamais sur son vrai nom. Avantage, couverture dense, feuillage attrayant, floraison attrayante, spectaculaire, vraiment intéressant. Et encore comme notre ami de tantôt, lent à grimper, ça dégogne la base un peu de cette plante-là. Et théoriquement, c'est toxique. Mais qu'est-ce que c'est qu'on voudrait bien manger? Je ne sais pas. J'ai mis ça, la jasmine de Virginie, qu'on appelle trompette de Virginie ou bignonne, comme ce sera les 15, tout simplement parce qu'il a comme des racines adhérentes. Par contre, il va grimper mieux avec une tige volubile. Donc, pour un mur sans support, c'est comme ça. Ce n'est pas l'idéal. Et c'est un des rares qui a vraiment besoin de soleil. J'explique dans un instant. Donc, avantage, beau feuillage dense, les fleurs, trompette orange. C'est probablement plus spectaculaire des grimpantes à tige, à racines adhérentes, et ça tire les colibris. Ça, c'est bien aussi. Problème, très lent à fleurir. On dit que ça prend
5 à 10 ans avant de commencer à fleurir, ça grimpe, par exemple, en attendant. Et en plus, même en zone 5B, ça prend un emplacement chaud et protégé du vent. Sinon, ça ne fleurit jamais. C'est encore plus décourageant. Dans les endroits exposés, c'est sujet aux dommages hivernaux. C'est extrêmement envahissant. Ça fait beaucoup de drageons et ça cause des problèmes des fois. Donc, faites attention. C'est préfère un tuteur. Je dis, ça peut grimper sur un mur, mais ce n'est pas l'idéal. Et c'est toxique. Le fusain de fortune, c'est une grimpante de faible hauteur, du moins sous notre climat. Des racines adhérentes, on le voit comme arbuste d'habitude d'ailleurs. Ils vont grimper très bien seulement en zone 6. En zone 5, ça va ramper et grimper ou commencer à grimper. Le problème, en tout cas, l'avantage d'abord, feuillage persistant, coloré, panaché, couverture très dense, ça c'est parfait. Défaut, la rusticité est trop faible. Donc on a des dégâts à cause du froid. Même à Montréal, ça commence à pousser, vous êtes content, il est rendu 1,5 m, et tout d'un coup, un hiver arrive, trop froid, puis gèle, ça recommence. Donc ça, c'est le problème. Il n'y a pas de floraison intéressante. C'est une plante qui est toxique aussi. Mais encore, quoi manger? Je ne sais pas trop. Je vous montre quelques exemples. Il y a plein de couleurs différentes. Blondie, Emerald and Gold, Colorata qui, lui, est vert, mais rouge à l'automne. Mais c'est une petite grimpante, pas vraiment sur un grand mur. Et celui-ci, c'est de valeur. Parce qu'ailleurs au monde, presque partout, les grimpantes principales, c'est les lierres anglais. C'est ce qu'on utilise partout. Quand vous allez en Europe, les édifices couverts de végétation, c'est ça. C'est persistant, mais ça ne pousse pas dans notre région. Ça ne peut pas grimper. Mais il reste une vérité, le lierre de Russie, et de Pastovci, qui est une grimpante à racines adhérentes et qui est de zone 6 à peu près. J'ai expérimenté à Québec, j'arrive, pas de problème, il fait grimper sur le bas du mur. Dès qu'il arrive plus haut qu'à peu près 1,5 m, c'est la couverture de neige à Québec, il gèle. Et donc, j'ai un mur vert en bas, il n'y a rien en haut. Mais peut-être dans un endroit protégé, ça pourrait marcher. Donc, avantage, couverture dense, feuillage persistant, wow, couvre tout, nervure argentée, et évidemment le défaut, pas assez rustique, pas de floraison, plante toxique. Et il y en a d'autres, mais on va arrêter là parce que les grimpantes à cultiver sur le treillis, il y en a beaucoup plus de choix. Si vous êtes prêt à aller à ce niveau-là, je vous suggère peut-être d'entrer en haut d'aller voir mon livre, couvre ça les grimpantes, vous allez en voir d'autres. Mais avec ça, on va arrêter maintenant pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà. Et je pense que je dois quitter Screen Sharing. C'est bien ça? Oui, merci beaucoup Larry pour cette conférence. Effectivement, il y a beaucoup de questions. Beaucoup des questions ont été répondues. À mesure que les gens en demandaient, tu en as répondu beaucoup. Beaucoup ont été faits notamment là, sur les dommages possibles aux bâtiments. Mais il y en a une qui est revenue souvent. Qu'en est-il, Larry, des murs en bois, des murs avec des lattes de bois? Est-ce que ça peut être endommagé par les plantes grimpantes? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai chez moi. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, Jacques. Moi, c'est un mur de briques que j'ai derrière moi. Moi, c'est un mur de bois, il n'y a aucun problème. Et même, le grand avantage, avant que le foie tue mon lierre de Boston, c'est que là, j'avais 3 côtés de la maison qu'il fallait que je repeinture. J'avais ce mur-là que je ne vais pas repeindre. Et bon, ça repousse, mais j'ai mal choisi ma plante. Il faut choisir. Non, très honnêtement, choisissez les bonnes plantes. C'est toujours la solution. Il y a une autre question concernant les problèmes possibles au solage ou au drain. Oui. Ben, dans le fond, les gens s'inquiètent beaucoup des solages, mais les racines n'ont pas d'intérêt pour les solages. Ça, c'est une chose qui est bizarre. Les gens croient, on entend plein de choses. Les racines s'éloignent des solages. Hein? Si vous plantez une plante au pied d'un mur, parce que j'aurais pu vous parler de plantation. L'idéal, d'ailleurs, pour une grimpante, ce serait planter un bon 60 cm de mur pour que la plante reçoive plus d'eau. Mais ce n'est pas pour protéger le mur.
Mais même au pied du mur, quand vous le plantez au pied du mur, dans 4 ou 5 ans, creusez et vous allez voir quoi? Les racines commencent près du mur, s'en vont au loin. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas d'affinité d'abord pour la sécheresse. Un mur, c'est sec. Et même si une fissure, ce pas les racines qui vont rentrer dans une fissure sèche. C'est prendre l'humidité. Donc, les racines vont aller où c'est humide. Si vous avez de l'humidité au pied d'un mur, vous avez un problème. Ce n'est pas causé par le plan grand-pente. Le problème est ailleurs. Normalement, un mur n'est pas humide à la base. Et habituellement, on met quoi à la base d'un mur? On met du gravier, du sable pour assurer un bon drainage. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Okay. Merci. On a une question. Chantal Bérubé demande quelle plante grimpante pour une falaise? Est-ce que ce sont les mêmes espèces qui ont été décrites ou Oui, on pourrait aller avec les mêmes espèces qu'on a décrites là. Si on cherche des plantes indigènes, parce que là, j'ai mis que des plantes qui sont auto-adhérentes. Mais sur une falaise, il y a souvent des végétations, des tiges qui ressortent. On pourrait utiliser une plante volubile. Là, on pourrait aller vers d'autres plantes indigènes grimpantes qu'on pourrait essayer, comme le bourreau des arbres, qui serait très, 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 très beau sur une falaise. Le Ménisperme du Canada, qu'on ne connaît pas, mais qui est superbe. Mais on a beaucoup plus de choix. Sur une falaise, évidemment, on laisse pousser. On n'a pas besoin de faire de l'entretien du tout. Okay. Tu nommais quelques espèces. Il y a Daniel Liancio qui demande qu'est-ce que vous pensez de la, je connais pas, Bryonia dioica ou Akebia kinata comme plante grimpante. OK. Akebia est très bien. C'est rusticité limitée, zone 5, feuillage magnifique. Les feuilles ressemblent à des feuilles de chef fleurat. Donc, ça, c'est formidable. Floraison cachée. Les fruits sont comestibles, mais ça ne produit presque pas de fruits au Québec. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. Défaut, c'est envahissant. C'est envahissant, cette plante-là. Pas de rajeunnement. Je l'ai chez moi en zone 4, c'est pas supposé. Et très honnêtement, en zone 4, il est presque couvre-sol. Il monte l'été, il gèle l'hiver. Mais en zone 5, on peut le laisser. Le Bryonia, c'est envahissant. C'est notre problème avec le Bryonia. Je ne pense pas qu'il essaie d'être très en plus. Non, je ne le recommanderais pas. OK. Il y a une question. Robin Beauséjour revient sur certaines villes qui ont intégré les façades vertes dans le règlement d'urbanisme et il pense que les murs végétalisés devraient être comptés dans les surfaces vertes, dans le pourcentage de verdissement des plans d'urbanisme. Il veut savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Évidemment, ça, c'est mon domaine d'expertise. Je trouve que c'est une excellente idée pour donner bonne conscience aux constructeurs, etc. Je ne sais pas si les villes vont l'accepter nécessairement, mais c'est intéressant comme idée. Parce que là, évidemment, si ça fait qu'ils tâchent les édifices encore plus qu'actuellement, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais ouais, ce serait intéressant d'encourager ça d'une façon quelconque. OK. Pour terminer, il y a Carole Mainville qui veut juste partager quelque chose avec nous. Elle a dit que, parce que tu parlais de comment les hydrangées grimpants, comment c'est magnifique, tout ça, et malheureusement, il y a un inspecteur des bâtiments qui lui a suggéré de retirer son hydrangée grimpant de son mur, ce qu'elle a fait. Maintenant, elle semble regretter à la lumière de tout ce que tu viens de dire. Mais ce qu'elle a vécu, si vous mettez une grimpante sur le mur, vous allez le vivre. Les gens qui viennent ici pour différentes raisons, n'importe quoi, inspecter le toit, ils vont tout de suite dire le mur, il faut l'enlever. On ne finit plus d'entendre ça. Je ne sais pas où on pourrait commencer à enseigner ça aux gens qui sont dans la construction, mais le message n'est vraiment pas passé. Hein? Zéro. J'espère qu'il y en a qui t'écoutent en ce moment. On a quand même autour de 300 personnes. On espère qu'il y en a parmi nous. Puis j'espère beaucoup qu'il y en a que ça va sûrement encourager certaines personnes qui t'écoutent en ce moment à commencer leur mur vert. Puis moi, merci Larry, moi, ça me rassure dans mon idée d'avoir un mur vert que j'ai toujours aimé, mais d'avoir entendu ta conférence, ça me rassure encore plus. Ça me rend content de l'avoir fait. Ça me fait plaisir de partager ça. Et évidemment, j'espère qu'on pourrait pousser ça, parce que ça va tellement lentement. Le progrès n'est pas vite dans le domaine.
Et ce serait bien qu'on avance. Et encore une fois, en ville, pourquoi pas? C'est tellement plus beau quand c'est vert, hein? Ouais. Tellement plus beau. Et c'est facile, comme tu l'as dit. Toi, tu t'appelles le jardinier paresseux. Moi, je m'appellerais plutôt le jardinier sans talent. Et malgré tout, j'étais capable de faire pousser un mur vert facilement. C'est une plante très, La très majorité des grands-plantes se bouturent comme ça. Ouais. Que pour rien, on pourrait complètement pour rien. Je pense que les villes sont plus prêtes à payer. Là. Ils aiment ça payer des choses. Ouais. Mais disons qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Moi, j'ai déjà fait ça comme expérience avec l'économie il y a des années. Ils voulaient en avoir autour de sa maison. Fait qu'on a pris des boutures de justement l'ailleurs de Boston. J'aurais pas dû. C'était pas la bonne chose. On a juste mis des boutures en terre autour de sa maison. On a arrosé une fois. Et voilà. Ça a marché. C'était pas compliqué. Ouais. C'est à peu près ce que j'ai fait ici, puis c'est vrai que c'est très facile. Merci beaucoup, Larry, pour cette très intéressante conférence. C'était vraiment super. C'est le fun parce que dans le contexte des phytotechnologies, c'est une phytotechnologie que les gens peuvent appliquer chez eux facilement. Alors, un gros merci. Je suis désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais il y a beaucoup d'informations supplémentaires que vous pourrez trouver sur l'horticulture en général et sur les murs en partie aussi, sur le site web de Larry. Jardinierparesseux.com. Je pense que ça va être très facile à parler. J'espère, chers participants, que la conférence vous a plu autant qu'à moi. Vous allez recevoir demain, probablement, je pense, par courriel, une invitation à répondre à un sondage concernant le webinaire d'aujourd'hui. Alors, je vous invite fortement à y répondre parce que ça nous aide, nous, à améliorer l'organisation de nos activités. Puis pour nous aider à en organiser d'autres, je vous invite aussi, pour ceux qui ne sont pas déjà, à devenir membre de la Société québécoise de phytotechnologie. En étant membre, vous profitez de certains bénéfices. Vous avez un accès exclusif à certaines publications scientifiques et professionnelles qui sont sur notre site Web. Ça inclut aussi un bottin des entreprises du secteur des phytotechnologies. Vous avez des rabais sur les activités des associations partenaires qu'on a, donc Québec Vert. Et aussi, vous avez un accès exclusif aux présentations passées de nos colloques et aux vidéos de nos webinaires. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu assister, par exemple, au webinaire d'aujourd'hui ou qui n'ont pas pu assister au webinaire passé, les membres de la SQP peuvent aller visionner ces webinaires à partir de notre site Web. Le membership, c'est 35 $ plus taxes pour année, donc c'est vraiment pas grand-chose. Puis, outre les bénéfices, bien, avec l'argent de votre cotisation, vous aidez la Société québécoise de phytotechnologie à remplir sa mission, parce que votre argent sert à organiser des activités, des sorties, des webinaires comme aujourd'hui, à produire des fiches techniques qui font la promotion des différentes phytotechnologies, à maintenir notre site Web, à maintenir notre production d'infolettes, les réseaux sociaux, puis en fait à faire la promotion des phytotechnologies, donc à mettre plus d'ouverture dans nos villes pour en améliorer l'air, l'eau, réduire les îlots de chaleur et l'érosion des sols. Mais que vous soyez membre ou non, je vous invite tous à notre prochain webinaire qui va porter sur comment concevoir un jardin de pluie et qui sera donné par une experte en la matière, Mme Mélanie Glorieux, qui est architecte du paysage. Et cette conférence-là va être le vendredi 13 novembre prochain à 10 h. En plus de l'appui généreux de Ramia Phytotechnologie, d'autres commanditaires se sont ajoutés pour organiser notre prochain webinaire, dont l'Institut de recherche en biologie végétale, Espace pour la vie et SBSC Environnement. Donc, on les remercie tous. C'est vraiment eux qui nous permettent d'organiser tout ça. Pour terminer, au nom de mes collègues du conseil d'administration, je veux souligner aussi le travail de Marie-Ève Bédard des services Pelletier-Gosselin qui nous aide à l'organisation et à toute la logistique des activités comme celle d'aujourd'hui. Je remercie encore très chaleureusement Larry Hodgson pour une fantastique conférence. Et je vous souhaite au plaisir de vous voir donc le 13 novembre prochain pour notre prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci Larry. Merci.